Merci de nous retrouver sur iRadio, ITV, emedia.sn. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JDD. Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Samba Sy. Il est également secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail, le PIT d'Amath Dansokho, feu Amath Dansokho. Monsieur Samba Sy, bonjour et merci. Bonjour madame, je voudrais vous remercier de votre invitation, profiter de l'instant et de l'occasion pour saluer l'ensemble des personnes qui nous font l'amitié de nous suivre. Nous sommes un jour spécial. Je présente également mes vœux à l'ensemble de la communauté chrétienne de notre pays. Merci beaucoup, merci, c'est vrai, c'est Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël à toute la communauté chrétienne, joyeux Noël également à la communauté musulmane qui a l'habitude de célébrer Noël. Le Premier ministre Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, a été investi avant Noël, jeudi dernier, par son parti, l'APR. Avant cela, c'était l'AFP, le Parti socialiste, le PIT. Vous attendez quoi pour investir votre candidat? Madame, il faudrait peut-être vous remémorer du fait que le PIT a tenu son congrès ordinaire les 29 et 30 avril 2023. Avant la désignation d'Amadou Ba. Avant, parce qu'il faut réfléchir à tout ce qui se fait. À cette occasion, nous avions mis en réflexion l'état du monde. Nous avions évidemment investi ce qui se passait dans notre pays. Nous avions également beaucoup parlé de la prochaine campagne présidentielle, l'élection présidentielle. Et nous avions opté pour une candidature au sein de Benno Bokk Yakaar. Nous avions opté pour une candidature consensuelle. Nous avions décliné un certain nombre de critères auxquels il fallait répondre à notre sens le candidat que nous choisirions. Et je crois que nous avons quelque part, sans prétention particulière, exploré une voie qui a permis en fait à beaucoup de compatriotes sénégalais de faire des choix qui ne sont pas des choix tellement divergents avec les nôtres. Un congrès d'investiture avant la désignation d'Amadou Ba, oui, pour donner les critères sur lesquels Macky Sall devait s'appuyer pour choisir votre candidat, je dirais pas son candidat, votre candidat, oui. Mais pourquoi pas un congrès d'investiture carrément pour le candidat Amadou Ba désigné par le président Macky Sall? Essayons de parler juste, je n'ai pas dit un congrès d'investiture, j'ai dit un congrès ordinaire parce que nous sommes un des rares partis politiques de ce pays à tenir régulièrement nos instances. Ce congrès était un congrès qui devait se faire parce que le temps de ce congrès était venu. Nous devions renouveler la direction du parti, ça a été fait. Nous devions également, puisque nous avions dépassé les 5 années, réinvestir le réel pour essayer de voir à la lumière de ce qui se passait de nouveau, que fallait-il faire. Et parmi les questions, il y avait effectivement cette question de la présidentielle. Oui. Donc nous avons en ce moment-là réfléchi sur ce que devait être la manière pour nous d'aller à la présidentielle. Je ne dis pas que c'est nous qui avons dit au président de la République, voilà la ligne qu'il faudrait explorer. Je dis, nous avons dit clairement aux compatriotes sénégalais, à notre sens, voilà en tout cas quels étaient les choix à faire. Et nous sommes heureux de voir que la vie a fini par confirmer les choix qui étaient les nôtres. Nous disions qu'il ne servait à rien, à notre sens, en ce moment-là, de brandir un drapeau PIT pour dire que nous étions candidats. Nous avions dit clairement que nous n'étions pas candidats à la présidentielle pour plusieurs raisons sur lesquelles nous pourrions revenir. Nous avions dit également que nous ne pensions pas que le temps de la candidature à l'intérieur de la Confédération pour la démocratie et le socialisme était venu. Nous avions dit qu'à l'analyse de ce que nous avons réussi à faire ensemble en tant que Benno Bokk Yakaar, il fallait poursuivre l'aventure. Mais à quelles conditions cette aventure pouvait-elle être poursuivie? Nous l'avions déterminé et dit à quels critères, à notre sens, devait répondre le candidat de la coalition si la coalition adhérait au choix qui était le nôtre. Nous sommes heureux de voir que par la suite, en fait, les gens sont inscrits dans ça. Maintenant, un congrès d'investiture, évidemment, des partis peuvent le faire, mais si vous reprenez un peu l'histoire de notre pays, vous verrez que jamais le PIT n'a tenu un congrès d'investiture, si on appelle congrès d'investiture, ce que certaines composantes, disons, de notre propre coalition et d'autres partis. Donc pour vous, ce n'est pas pertinent de tenir un congrès d'investiture pour Amadou Ba? Non, nous ne disons pas que ce n'est pas pertinent, mais nous disons que nous n'avons pas fait ce choix-là. Nous reconnaissons aux autres la liberté de faire ces choix. Et c'est ça qui fait le charme de la démocratie. Le choix, finalement, des voies et moyens et des manières de faire. Nous sommes dans une coalition. Et ce qui importe dans une coalition, c'est que chacun apporte sa valeur ajoutée. Qu'il y ait des moments de mobilisation à la veille de la présidentielle de cette envergure-là, ça fait assurément du bien. Et voilà pourquoi nous répondons aux invitations. Mais nous pensons que nous, les questions qui se posent maintenant, nous les avons résolues proprement en amont, en réfléchissant tranquillement et en allant fondamentalement, n'est-ce pas, disons de manière absolument profonde, dans l'exploration
puisque c'est des questions cardinales. Et au-delà de cela, est-ce que votre parti, le PIT, parvient à mobiliser concrètement? Si vous me demandez de me regarder dans le miroir et de dire qu'est-ce que je pense de l'image que le miroir me renvoie, je vous dirais j'en suis absolument satisfait et ébloui. Est-ce que nous mobilisons? Oui. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir si nous avons le même nombre de militants que les autres, nous avons la même surface financière que les autres, est-ce que nous avons les mêmes manières de faire et de conduire les affaires que les autres? La réponse est assurément non. Pourquoi? Parce que pour nous, ça n'a jamais été fondamentalement l'essentiel. Je ne dis pas que agréger des militants, c'est important, c'est important pour un parti politique. Pour un parti politique, mais je vous assure qu'il y a 1000 manières pour un parti politique de se compter. Tout à l'heure, avant que nous démarrions cette émission-là, je vous disais qu'en réalité, également, pouvoir entraîner, pouvoir explorer et défricher des voies, pouvoir imprimer une marque, pouvoir fédérer autour de voies originales qui permettent au pays d'aller de l'avant, il me semble que ça aussi... Si vous n'avez pas assez de militants pour faire le maillage qu'il faut, comment convaincre les citoyens? Nous avons des militants pour faire ce maillage-là. Là où vous irez dans notre pays, vous trouverez des militants PIT autour desquels beaucoup de choses se font. Nous le faisons sans réclame particulière, nous le faisons sans ostentation, nous le faisons parce que nous devons le faire. Tout à l'heure, c'est vous qui évoquiez en ouverture d'émission, Amath Dansokho, vous parliez des réunions qui se faisaient chez lui. Bon, ces réunions-là ont permis à ce pays-là de prendre une trajectoire qui lui a valu et qui lui vaut encore aujourd'hui beaucoup de stabilité et beaucoup de satisfaction. Je le dis sans prétention particulière, nous faisons ce que nous devons faire parce que nous croyons que nous sommes capables de le faire. Voilà. Alors, avec les autres partis qui composent la coalition Benno Bokk Yakaar, vous aviez décidé de donner carte blanche au président Macky Sall pour choisir votre candidat. Tous les potentiels candidats à la candidature à l'époque de Benno Bokk Yakaar étaient des membres de l'APR. Alors, que valent réellement, justement, M. Sambassi, les cadres et responsables du PIT si aucun d'eux ne peut prétendre au fauteuil présidentiel? Je ne dirais pas que nous avions donné carte blanche, madame, au président de la République pour faire son choix. Ça ne s'est pas passé comme ça, rigoureusement parlant. Tout à l'heure, je vous indiquais, peut-être sans insister haute mesure, qu'à l'occasion de notre congrès, nous avions dit quels étaient les critères auxquels devait répondre le candidat que nous choisirions. Oui. Ça, je l'ai dit, je crois, et ce ne sont pas simplement des mots en l'air. Tous les candidats également à la candidature n'étaient pas de l'Alliance pour la République. Mais le choix qui est le nôtre a été très tôt de dire non, nous n'étions pas candidats. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Nous avons une orientation philosophique, nous avons un choix doctrinaire, nous sommes dans certains engagements et nous avons également la capacité de discerner. Est-ce que, objectivement, vous pensez, madame, que nous n'aurions pas pu être une candidature parmi les 200, je ne sais combien de candidats à la candidature? Est-ce que vous pensez sérieusement que si le secrétaire général du PIT le voulait, qu'il ne pourrait pas faire ça à la manière de nos nombreux compatriotes? Mais est-ce cela l'important? Est-ce cela l'essentiel? Mais vous êtes dans la une candidature coalition. à la présidentielle est-elle une affaire sérieuse? Oui ou non? Et au-delà maintenant de lever la main et de dire que j'aspire à diriger le pays, ce qui est fondamental, c'est de dire ce que nous voulons faire. Mais vous êtes dans une coalition sérieuse, une coalition qui parvient à mobiliser. Si la coalition Benno Bokk Yakaar avait décidé de porter votre candidature, on sait que ce ne serait pas une candidature fantaisiste comme certaines candidatures. Donc, pourquoi avoir peur? Pourquoi ne pas avoir dit, écoutez, le PIT a le droit de se positionner? Vous êtes dans une coalition, pourquoi aucun membre du PIT ne s'est positionné pour être le candidat de Benno Bokk Yakaar? Je vous surprendrai peut-être en vous disant que si vous reprenez l'histoire politique de notre pays, il ne me souvient pas, à moins que vous soyez mieux informé que moi, que nous n'ayons jamais dit que nous étions candidats à la présidentielle. Puisque quand vous voulez faire converger, unir, bâtir, quand vous avez également, disons, la capacité de lire les temps, le moment, les exigences du moment, le contexte national et celui international, il y a des choix que vous pouvez faire ou que vous ne pouvez pas faire. Nous pensons que le temps d'un président de la République qui aurait l'ancrage idéologique qui est le nôtre et qui conduirait le pays, n'est-ce pas, tel que nous le voulons, ce temps-là, il est à faire mûrir, mais il n'est pas encore venu. Il ne sert à rien de dire colonne couvrée, j'en suis, je le veux. Et ensuite, nous aurions rajouté du bruit au bruit. Je crois que, au-delà de cette candidature qui aurait pu être présentée, discutée sans être forcément retenue, parce que nous sommes également avec d'autres, ce qui est le plus important, c'est que nous fassions de notre mieux pour qu'il y ait la meilleure cohérence possible dans la coalition qui est la nôtre, pour que nous allions au front.
Nous l'avons réussi en choisissant quelqu'un d'entre nous, c'est Amadou Ba. Il réunit un certain nombre de critères et nous croyons qu'autour de lui, nous pouvons continuer à cheminer en tant que Benno Bokk Yakaar. Un candidat qui n'a pas réussi à faire l'unanimité au sein de la coalition également. Vous vouliez un candidat qui soit le plus consensuel possible, c'est ce que vous avez dit dans vos propos. Est-ce que vous pensez que Amadou Ba est consensuel à la hauteur de vos attentes? Je vous félicite pour le choix des mots. Vous distinguez bien le candidat qui ferait l'unanimité avec le candidat consensuel. Vous dites il n'a pas réussi à faire, disons, l'unanimité. Je vous le concède et je vous aurais demandé très gentiment de me dire où est-ce que vous avez vu dans notre pays, mais certainement ailleurs, quelqu'un faire l'unanimité. Je ne sais même pas si nous-mêmes qui sommes ici, je ne veux pas parler de vous, est-ce que nous réussissons à faire l'unanimité, etc. C'est une chose très difficile que l'unanimité, parfois dangereuse. Qu'il y ait des divergences, qu'il y ait des sons de cloche disparaître, n'est pas une mauvaise chose. Et dans le fond, quand on considère l'adhésion qu'il y a eu au sein de Benno, je crois que ce candidat-là, il emporte très largement l'adhésion des membres de Benno Bokk Yakaar pour l'essentiel. Les formations politiques qui composent mais les membres coalition. qui ont décidé de ne pas soutenir la candidature d'Amadou Ba ne sont pas des moindres. Nous avons Aly Ngouille Ndiaye qui était quand même un responsable politique de haut niveau. Nous avons Mame Boye Diao. Tout récemment, il y a Mame Mbaye Niang qui a fait une sortie, Souleymane Jules Diop. Est-ce que ce n'est pas... Vous me citez des personnalités pour qui j'ai beaucoup de respect. Et j'aurais pu, moi aussi, égrener un ensemble de personnalités en restant dans le même parti pour vous dire que quand ces personnalités également font ce choix-là, il n'est pas rien. Je crois que quand le président Macky Sall, président pas de Benno Bokk Yakaar seulement, mais président de l'APR, dit que, à la lumière de son expérience, à la lumière finalement des études qu'il a pu faire, à la lumière de l'appréciation qu'il a du personnel politique qui est à disposition, à la lumière donc de la diversité de candidatures, il distrait parmi ces candidatures l'une de ces candidatures-là. Si nous considérons que c'est rien parce qu'un autre dit autre chose, est-ce que nous ne serions pas trompés d'évaluation? Que des Sénégalais prétendent pouvoir mieux faire, pensent devoir être choisis, je le concède. Mais accordez-moi que la très grande majorité des militantes et militants de Benno Bokk Yakaar s'est accordée autour d'un candidat et celui-là se nomme Amadou Ba. Et comment voyez-vous l'avenir du PIT dans la coalition Benno Bokk Yakaar après 2024? Vous savez, nous avons une philosophie politique qui est très claire. C'est qu'à chaque fois, nous typons, en analysant une situation, disons, donnée, quels sont les gros problèmes à résoudre. Quand nous repérons ces problèmes à résoudre, nous disons quelles sont les forces disponibles pour prendre en charge ces problèmes-là. Si tout seul, en tant que PIT, nous suffisions pour porter les problèmes, nous les aurions portés tout seuls. Mais nous voyons très souvent que nos forces ont besoin d'autres forces pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. C'est ça la théorie du large rassemblement que nous avons en fait mise en place depuis très longtemps, qui nous a valu la première alternance, qui nous a conduit à la deuxième alternance. Nous sommes différents, mais il y a des tâches de l'heure. Quelles sont les forces disponibles pour que nous prenions en charge ces tâches de l'heure? Cette manière de voir qui fut valable en 2012, qui nous a permis d'en venir là où nous en sommes, elle demeure, pensons-nous, valable. Alors quel est l'avenir du PIT, dites-vous? Cet avenir-là, il est devant nous, il est ouvert, il est vierge, parce que c'est un avenir de gens déterminés à travailler pour leur pays, sans d'autres formes de procès. En réalité, l'aventure du PIT, ce n'est pas l'aventure individuelle d'hommes qui veulent faire leur destin. Non, ce sont des femmes et des hommes qui sont arrimés à l'intérêt national. Et si nous voulons défendre la cause populaire simplement. Et voilà le sens de notre engagement. Et cet engagement-là, quand vous lui donnez cette destination, je vous assure que vous avez un avenir absolument ouvert devant vous. Quand j'interroge l'avenir du PIT dans la coalition Benno Bokk Yakaar, je parle dans le cas où votre coalition arrivait à perdre la prochaine élection présidentielle. Je ne vois pas comment nous perdrions la prochaine élection présidentielle. Je crois très objectivement que celle-là, nous la gagnons. Nous la gagnerons. Pourquoi? Parce que nous avons les forces qu'il faut. Pourquoi? Parce que nous avons le bilan qu'il faut. Pourquoi? Parce que nous avons un très bon candidat. Pourquoi? Parce que nous allons décliner des choses qui vont dans le droit fil de ce que les Sénégalais ont comme aspiration. Alors quand vous avez tout cela, vous avez une cristallisation des principales forces politiques de notre pays. Quand vous avez des forces politiques qui sont arrimées autour d'idées et non pas de personnes, etc. Une cristallisation. Quand vous dites cristallisation des forces politiques de notre pays... Quand vous ne cheminez pas autour de gourous, parce que c'est ça aussi la réalité, nous ne sommes pas, quand même, ces partis-là sont des partis que vous connaissez, c'est des partis qui ont un ancrage social. Et ça, c'est important. Derrière, il y a des forces sociales. Quand vous avez cela comme machine, le reste, évidemment, devient simplement une question d'actualisation. Et je vous assure que nous n'avons aucun doute quant à l'issue de ces élections à venir.
nous croyons que nous allons les remporter. Et au vu des dernières élections qui se sont passées, les élections locales, les élections législatives, les résultats ne font pas un tout petit peu peur? C'est vrai, Benno est toujours devant, mais devant avec quand même un très léger décalage. Hein. Oui, il y a cela, il y a même autre chose que vous auriez pu dire, mais regardons bien la nature des élections et ne confondons pas les choses. Il y a élection et élection. Une élection où ce sont des municipalités qui sont en compétition, où vous avez chacun dans son coin qui croit que c'est lui, etc. C'est différent d'une élection présidentielle. Nous n'allons pas avoir, 450 présidents de la République. Il faudra bien qu'on en choisisse. Oui, mais c'est quand même important. Hein? Je ne dis pas que c'est important, mais je dis la nature des élections fait qu'en fait, on a tout faux quand on dit voilà comment ça s'est passé il y a peu. Voilà comment ça va se passer. Une élection présidentielle n'est pas à ramener à une élection ni législative. Le contexte 2009-2012 2009-2012, dites-vous? Oui. 2009-2012. Oui. Hein, 2009-2012. Élection locale de 2009. Oui, mais là c'est élection présidentielle de 2012. Tout cela a mené évidemment à une compétition, mais cette compétition-là, c'était à la fin une compétition pour la présidentielle. Vous dites maintenant, est-ce que oui, cette espèce de mano à mano qu'il y a eu encore, faites un peu d'investigation, voyez qu'est-ce qu'il en reste. Voyez qu'est-ce qu'il en reste. Ne regardez pas seulement du côté du pouvoir, regardez également de l'autre côté. Est-ce que les choses sont restées intangibles ou est-ce qu'il y a du bouger qu'il faut quand même relativiser les choses? Est-ce que ce sont les mêmes compositions que vous avez? Je parle des locales précédentes et surtout des législatives dernières. Est-ce qu'on a exactement la même chose? Moi qui sors de l'Assemblée nationale, pour y avoir séjourné assez longuement, je vous assure que beaucoup de choses a bougé, a changé, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et de toute façon, on a tort de ramener une élection présidentielle à des élections telles que celle-là que nous avons tout à l'heure évoquées. Donc pour vous, en 2024, il n'y a pas de crainte à se faire pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Votre candidat, il passera sans doute? Il ne faut jamais en matière d'élection être assis sur une certitude cardinale au point de croiser les bras, de se croiser les bras et de ne rien faire. Il faut travailler, il y a du travail. Il faut convaincre les Sénégalais, d'abord exhiber le bilan, le montrer, puisque en dépit de sa massivité et de sa présence forte, on peine à le voir. Tout à l'heure, vous chahutiez, tout à l'heure avant que nous démarrions, et vous disiez que vous priez les dieux de couleur, qu'il n'y ait pas de rupture de fourniture énergétique, l'électricité. Vous savez bien que nous ne sommes plus dans le même schéma, n'est-ce pas? Et que beaucoup de choses ont été faites. Oui, vous me disiez que vous êtes d'une partie de notre territoire national. Je ne vais pas révéler cette partie-là, mais puisque vous y allez, vous venez et vous circulez à l'intérieur de ce pays-là, vous voyez combien il est transfiguré. Je ne sais pas si avec notre situation de Dakarois, et parce que nous sommes présents au quotidien ici, est-ce que nous voyons, même au niveau de la capitale, combien les choses ont changé et continuent de changer. Je ne sais pas si, vous êtes journaliste, vous sortez, vous voyagez, je le fais, vous le faites. Quand vous allez ailleurs et dans un ailleurs pas trop loin et que vous revenez au pays, vous dites quand même si nous sommes méchants entre nous, parce qu'il faut être exigeant, ce pays-là, il a fondamentalement muté. Donc au plan des réalisations, n'est-ce pas, que ce soit les structures hospitalières. Et je ne parle pas de Dakar. Sur le plan social, quand vous le demandez à un ministre du Travail et qui se trouve être également un syndicaliste qui sait d'où est-ce que nous venons, vous prenez les salaires, madame, tout a fondamentalement changé. Beaucoup de choses ont été faites. Et le coût de la vie, le niveau de vie des Sénégalais, monsieur le ministre, on ne peut pas fermer les yeux sur ça quand même. La vie est chère. Ne fermons surtout pas les yeux sur le niveau de vie des Sénégalais. Mais interrogeons-nous sur le monde dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas, disons, isolés du reste de la planète. La vie est chère, elle est dure, elle est difficile un peu partout. Que serait-il passé si les mesures de sauvegarde n'avaient pas été prises pour que la vie chère ne soit pas plus chère encore? Vous savez qu'est-ce qui a été fait pour que le kilo de riz ne coûte pas plus cher. Vous savez ce qui a été fait pour que l'huile soit vendue malgré tout au prix que vous connaissez. Il en va ainsi pour le reste, n'est-ce pas? Vous savez ce qui a été fait pour les salaires. Vous me direz que tout le monde n'est pas salarié. Même parmi nos compatriotes en salariés, vous voyez bien ce qui a été fait. Je vous assure qu'au plan du bilan, ce bilan-là, il est massif. Maintenant, le gros problème que nous avons en tant que coalition, Benno Bokk Yakaar, c'est que plus il va y avoir des réalisations, davantage le seuil d'exigence, et c'est normal, des Sénégalais va s'élever. Ça veut dire qu'il est très difficile de satisfaire les gens une fois que vous avez commencé à avancer. Les parties de notre pays où il n'y a pas encore d'électricité, les parties de notre pays où il n'y a pas encore d'eau potable, les parties de notre pays où les routes ne sont pas encore aussi bonnes que par ailleurs, elles nous disent ces parties du pays et nous. Pourquoi donc ce qui est fait ailleurs n'est pas encore fait chez nous? Et c'est ça qu'il faut faire. Ça veut dire que le progrès, en fait, augmente le seuil d'exigence. Et ce seuil d'exigence-là
demande qu'on fasse toujours plus et mieux que ce qu'on a fait. Et pour ce qui est des libertés fondamentales des citoyens sénégalais, est-ce que vous pensez que le Sénégal est réellement en état de droit? Je le pense fondamentalement. Et madame, je vous ferai remarquer que nous revenons de bien loin. Personnellement, je suis payé pour savoir qu'il ne faut jamais confondre liberté et licence. Est-ce que vous n'êtes pas chagriné? Le mot n'est pas fort. Est-ce que vous n'êtes pas chaviré par le sort qu'on a réservé à l'université Cheikh Anta Diop? Est-ce que vous n'êtes pas comme moi déchiré par le fait qu'on ait brûlé l'université? Qu'on l'ait brûlé en chantant, en dansant? Le CESTI, ça vous parle quand même? Pas que le CESTI, des voitures, y compris de Sénégalais qui ont acquis ça à la les responsabilités justement, M. Sambassi. Vous avez vu les images. Comment comprendre que des citoyens sénégalais, des étudiants, qu'ils soient étudiants ou pas, puissent s'en prendre à l'université, en tant que savoir? Il y va de la responsabilité des hommes politiques. Nous n'avons pas le droit de flatter ce qu'il y a de plus vil. Nous n'avons pas le droit, au nom de nos intérêts crypto-personnels, de nous permettre tout et son contraire. Je suis absolument révulsé par le fait que nous, Sénégalais, nous ayons pu, qu'il y ait des Sénégalais qui aient pu prendre un cocktail Molotov, le balancer dans un bus, fermer les portes et voir brûler des citoyens simplement parce que ces gens-là n'auraient pas dû circuler ce jour-là puisqu'on était mécontents. Nous sommes allés à la lisière de l'inadmissible. Beaucoup de choses ont été faites et nous revenons de loin. Il fut un temps où un point de vue dissonant était un point de vue à faire taire par tous les moyens. Que nous ayons pu échapper à cette horreur-là, qui ne s'appelle pas autrement que par le fascisme, je crois que nous devons le relever. Et nous devons être convaincus que nous ne sommes pas différents des autres, que si nous continuons à danser au bord du précipice, nous risquons de couler. Et nous ne méritons pas de couler. Beaucoup d'efforts ont été faits pour que nous soyons là. Est-ce que notre pays est un pays de droit? Oui, madame. C'est un pays où je peux venir chez vous, donner mon point de vue sur ce qui se passe, n'est-ce pas, sur la vie de la cité, rentrer tranquillement chez moi. Mais un pays où des opposants sont en prison, un pays où des journalistes également sont en prison. J'ai une vie militante de plus de 40 ans. Le choix qui est le mien, ce n'est pas le choix de ce parti-là que vous connaissez, qui est aujourd'hui dans la... Ça vient d'arriver. Pour autant, nous nous sommes opposés, nous avons eu des déboires, mais jamais, évidemment, par fournées entières, les gens ne se sont retrouvés en prison. Mais vous pensez que des journalistes se retrouvent en prison parce qu'ils sont journalistes? Vous croyez que des citoyens sénégalais se retrouvent en prison parce qu'ils sont simplement des citoyens sénégalais? Que n'interroge-t-on pas ce qui a été fait? Par exemple, pour vous parler d'une chose qui m'a fâché, même si la colère commence à passer, j'ai vu dans les réseaux sociaux une photo du ministre Sambassi auquel le président de la République Macky Sall donnait des clés de voiture. Je vous parlais du 1er mai, c'était à l'occasion du 1er mai, des voitures destinées aux inspections régionales que nous avons. La légende au niveau de ces plateformes, c'est voilà les voitures qui servent à conduire les nervis pour casser de l'opposant. Et c'est à moi qu'on donne les clés. Vous me voyez, moi, là, organisateur de nervis, cassant, etc. Est-ce que ça, ce n'est pas un appel au meurtre? Quand on vous dit ils sont dans les maisons, nous les connaissons, ils sont dans les quartiers, leurs maisons sont remplies de coffres, il y a de l'argent, de l'or. Est-ce que ce n'est pas un appel au meurtre? Pour nous qui sommes des concitoyens sénégalais qui nous connaissons, qui ne nous cachons pas, nos maisons seraient remplies d'argent. Et que donc, oui, allez-y. Alors, de l'autre côté, autant on peut reprocher aux gens du pouvoir, des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui donnent des filiations de personnes, autant on peut le reprocher également de l'autre côté. Il y a des personnes qui dénoncent des comptes Facebook qui sont connus, de personnes qui dénoncent des gars du pouvoir pour dire telle personne habite telle zone, telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela également. Si vous me dites que c'est des gars du pouvoir, vous dites qu'il y a des gens dans les réseaux sociaux qui dénoncent des gars du pouvoir. C'est bien ce que j'ai entendu. Qui dénoncent des gars de l'opposition. Des gars de l'opposition. Oui. Bon, j'en ai vu un ou deux, mais je pense que c'est venu en termes de riposte. Et justement, je vous disais, il ne faut jamais danser au bord du précipice. Nous ne devons pas en venir à des jacqueries dans ce pays. Vous me demandez est-ce que nous sommes dans un état de droit? Je vous réponds que l'état de droit, c'est également l'état où vivent des citoyens responsables. Ne jamais faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas subir soi-même. Ne jamais faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas subir. Si je me bats pour pouvoir donner mon point de vue, si je me bats pour qu'il y ait une radio où je puisse être invité et où je puisse dire ce que je pense librement, tranquille, ça ne commence pas aujourd'hui. Opposants ou autres, il faut préserver ces instruments. Ces instruments ne méritent pas d'être vendangés simplement parce que quelqu'un est venu y dire un point de vue que moi je ne veux pas entendre. Et tout ça, c'est de l'histoire. Notre problème, madame, c'est que nous avons en tant que Sénégalais une mémoire séquentielle. Ça veut dire que
une chose se passe, on l'oublie et on avance. Mais nous venons encore une fois de très loin, où des choses effroyables ont été faites. Elles ne méritent pas d'être faites. Et il est de la responsabilité de ceux qui gouvernent, que ce soit ceux d'aujourd'hui ou d'ailleurs, de faire de sorte que ce qui n'est pas à faire ne soit pas fait. C'est aussi ça, l'éthique de responsabilité. Parce que sinon, c'est nous tous qui allons boire la tasse. Alors, vous suivez le jury du dimanche sur iRadio ITV emedia.sn. Je rappelle que nous recevons M. Sambassi, secrétaire général du PIT, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions. Alors, jeudi dernier, M. Sambassi, lors du congrès d'investiture d'Amadouba, le président Macky Sall également a été reconduit à la tête de son parti, de l'APR. Quelle est la pertinence, selon vous, de laisser Macky Sall, à la fin de son mandat, être le président de l'APR, lui qui avait dit qu'il allait se retirer tout bonnement de la scène politique, comme l'avaient fait ses prédécesseurs? Vous m'interrogez, moi, militant du PIT, membre de Benno Bokk Yakaar, vous me dites de juger. Un allié de l'APR. Hein? Oui, vous me demandez de juger les choix de mes camarades de l'APR. Vous savez, madame, tout est dans ce que nous mettons en termes de contenu dans la notion de politique. Qu'est-ce que c'est qu'être un militant politique? Je ne connais pas quels sont les déterminants des choix de ces camarades de l'APR. Je ne suis pas militant de leur parti. Mais est-ce que vous êtes en train de dire que parce que le président Macky Sall ne va plus être le président de la République, il doit se dégager de toute action politique? Il avait dit qu'il l'avait dit. Hein? Je ne dis pas il l'avait dit, mais est-ce que c'est ce que vous êtes en train de suggérer? C'est ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il allait se retirer, comme l'ont fait Abdou Diouf, Léopold Sédar Senghor quand il est parti, et même Abdoulaye Wade de plus ou moins. Je ne sais pas si nous l'avons bien lu l'un et l'autre. Je le lis, moi, mais également je l'approche. Je ne pense pas, jusqu'à plus ample informé, que le président Sall serait dans la logique, une fois qu'il ne serait plus président de la République, de ne plus séjourner au Sénégal. Je ne le pense pas. Se retirer ne veut pas dire ne plus séjourner au Sénégal. Hein? Bon, ça c'est un, deux. Il peut se retirer et continuer à vivre au Sénégal sans s'intéresser aux affaires politiques. Oui, qu'est-ce que nous mettons comme contenu dans la notion d'action politique? Est-ce que vous êtes en train de penser, comme beaucoup de nos compatriotes, que la politique est une sorte d'activité absolument détachable du reste de la vie de la cité? Est-ce que vous pensez que quand je m'occupe d'hôpitaux, que quand je m'occupe de syndicats, que quand je m'occupe de routes, quand je m'occupe de développement de ma lointaine contrée dans le Foutois, est-ce que vous pensez que je suis dans le champ du politique ou bien est-ce que je suis dans autre chose? Qu'est-ce que c'est que cette politique-là désincarnée qu'on détacherait de la vie réelle des Sénégalais? Comment un homme qui a consacré une bonne partie de sa vie, il n'a pas commencé quand il était président de la République, à se battre pour la transformation de son pays, pourrait-il dire maintenant colonne couvrée, je ne suis plus président de la République, je me retire, etc. Je pense qu'il le voudrait, il ne le pourrait pas autant. Maintenant, qu'il ne soit pas en fait acteur de premier plan au sens où il l'aurait été en tant que président, ça je l'entends, mais très franchement, je crois que nous avons intérêt tous en tant que Sénégalais à revoir un peu la charge du mot politique. J'entends des gens dire les hommes politiques, et ils les distinguent des autres, comme si l'homme politique que je suis cessait d'être forcément enseignant, cessait d'être un citoyen, cessait d'être un membre du mouvement associatif, cessait d'appartenir à un syndicat, etc., d'avoir une communauté villageoise à laquelle il appartient et qui s'occupe de ziara et autres. Qu'est-ce que cet homme politique-là? Éthéré, n'est-ce pas, dégagé de tout le reste. Ce n'est pas ça la politique. En fait, la politique, et on revient à l'étymologie du mot, vous le savez très parfaitement, c'est un peu ce qui renvoie à la vie de la cité. Est-ce que la politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui au Sénégal, dans notre pays, renvoie justement à cette définition du mot? Là également, vous me permettez de relever autre chose qui me contrarie, et pas passablement, mais qui me contrarie valablement, très largement, c'est le fait qu'on dise les hommes politiques, on dit la politique telle qu'elle est pratiquée. Ça veut dire qu'on met tout le monde dans le même sac. On dit que tout le monde fait exactement la même chose. Pourtant, je me suis évertué tout à l'heure à vous dire d'où est-ce que nous, PIT, nous venions, comment est-ce que nous avons fait notre congrès, pourquoi nous l'avons fait au moment où nous l'avons fait, pourquoi nous ne faisons pas exactement la même chose que les autres, etc. Parce que quand même, il y a de la variété dans ce qui est en train d'être fait. Acceptons d'ouvrir les yeux et jugeons les uns et les autres à la pratique. Cessons de dire toutes les femmes, tous les hommes, tous les enseignants, tous les syndicalistes. Ce sont la globalisation abusive. Elle nous fait fausser notre perception. Tous les hommes politiques n'ont pas la même manière d'agir. Et je voudrais également, simplement pour vraiment le dire de manière relativement forte, qu'on est très injuste vis-à-vis des hommes politiques. Et ce qu'ils font sont dans leur confort. Savez-vous, madame, ce que ça veut dire qu'être militant politique? En tout cas, pour nous autres, élèves déjà étudiants, nous avions notre engagement. Et je vous assure que c'était différent de ce qui se fait maintenant.
Nous avions nos cours à faire, à suivre. Nous avions également les tâches du parti, afficher en pleine nuit, faire ces affiches-là, rédiger, etc., se réunir, distraire de sa bourse d'étudiant. Un minimum pour cotiser afin que nous puissions avoir une action efficace. Et vous le faites à longueur de vie. Quand vous prenez de la responsabilité, vous n'avez plus de vie de famille. Je vous disais tout à l'heure que j'ai davantage peur des samedis et dimanches que des jours ordinaires. Et ce qui est le plus gênant là-dedans, c'est quand votre fils vous demande est-ce que vous sortez également aujourd'hui, quand est-ce que vous allez revenir, vous ne savez pas. Ce qui est le plus dur, c'est quand vous revenez à 1h du matin, 2h, que vous tapez furtivement à la porte et qu'on vous ouvre, même si on ne vous dit rien, on vous regarde. Je voudrais présenter mes excuses aux miens que j'ai dû très longtemps laisser, etc. Et je le dis au nom de beaucoup d'autres. Je ne parle pas des millions de sacrifices pour que ce pays bouge et change. Mais qu'est-ce qu'on reçoit en retour très souvent? Les hommes politiques sont... Il y a des profits également qu'on ne peut pas nier et vous avez des avantages que les personnes classiques, les citoyens classiques n'ont pas. Quel est l'avantage du militant politique simple? Nous ne confondons pas en fait le ministre auquel vous vous adressez, puisque vous parlez de lui maintenant, comme si tous ceux qui sont là-dedans, si c'est ça, devenaient ministres forcément. Ça arrive et c'est relativement accidentel. Un engagement est un engagement. Vous le faites parce que vous croyez en des valeurs. Et je vous assure, des gens ont perdu leur vie, ils ont perdu leur job, ils ont perdu leur liberté. Leur vie de famille s'est disloquée parce qu'ils ont fait des choix d'engagement. D'autres ne l'ont pas fait, c'est leur droit. Mais ils sont tranquillement assis à compter les coups et souvent ils jugent de manière péremptoire et parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Je voudrais que nous soyons plus justes que ça. Voilà. Avec les politiques. Alors, pour en revenir à Macky Sall à la tête de l'APR, est-ce que justement cet état de fait ne confirme pas les propos d'Aminata Touré qui disait voter Amadou Ba, ce serait cautionner un 3e mandat? Je voudrais saluer la personne que vous évoquez et dire que nous, de Benno Bokk Yakaar, nous n'avons aucune intention particulière de faire comme s'il y avait une césure entre la gestion du président Macky Sall, président sortant, et ce que nous comptons faire. Nous voulons consolider le bilan du président de la République, nous voulons l'amplifier, nous voulons l'étendre. Nous n'avons aucun complexe par rapport à ce bilan-là, nous nous en réclamons, c'est notre patrimoine. Et au contraire, il faut que ça soit le socle solide sur lequel nous continuerons à édifier. Vous confirmez les propos d'Aminata Touré? Je vous dis ce que je viens de vous dire. Elle le dit dans le sens où Amadou Ba président, c'est Macky qui continue de commander. Je vous réponds encore une fois que le bilan du président Macky Sall sous tout rapport est un bon bilan. Nous voulons en faire un socle pour amplifier, étendre, accroître, aller à la rencontre des aspirations des Sénégalais et les satisfaire plus largement que nous l'avons fait jusqu'à présent. Voilà ce que je dis et c'est cela qui est important. Maintenant que quelqu'un d'autre ait un autre point de vue le dise à sa manière, nous le comprenons, c'est un peu dans le jeu politique, mais nous sommes dans du sérieux ici. Je crois encore une fois, comme j'ai essayé de l'établir, que ce pays a fondamentalement changé et que nous gagnerions à consolider ce qui a été établi, à l'étendre et à l'accroître. Et nous sommes engagés dans cela et nous le ferons très certainement avec la majorité écrasante de nos compatriotes. Alors la LD, l'AFP, le PIT, le Parti socialiste, la gauche sénégalaise historique ne pèse plus significativement sur l'échiquier politique. Quelles sont, à votre avis, M. Sambassi, les raisons qui expliquent le déclin de l'influence politique de la gauche sénégalaise? Quelle est votre balance? Votre balance, l'instrument dont vous servez pour jauger de tout cela, où est-ce que vous l'avez tiré? Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer de manière péremptoire, comme ça, tranquillement, en tout cas, depuis 2012, ce sont des libéraux qui sont au pouvoir. Ah, ça c'est différent, madame. Je vous indiquais que pour nous, du PIT en tout cas, ce qui importe au-delà de est-ce que c'est Aïssatou ou Samba qui est au pouvoir, ce qui importe c'est qu'est-ce qui est fait du pouvoir qu'on a. C'est ça qui est important. Avons-nous, oui ou non, participé à la détermination, finalement, disons, de cette voie-là qui nous a permis d'en venir là où nous sommes? Est-ce qu'il a fallu, oui ou non, habituer les Sénégalais au fait que nous pouvons être différents, avoir même des destinations relativement différentes, mais puisque nous allons dans le même sens, faire quand même ensemble un bout de chemin. Notre perspective est historique et mais on est d'accord que sur le plan politique, M. Sambassi, la gauche perd quand même de l'espace. Qui est le on qui est d'accord sur ça? Vous et moi. Non, moi non. Vous n'êtes pas d'accord? Absolument pas, au contraire. Au contraire, j'étais très content et là encore vous allez nous créer quelques difficultés. Hier, au meeting, enfin pas au meeting, disons à la cérémonie d'investiture au sein de l'APR, j'ai chahuté quelques-uns des amis de l'Alliance pour la République quand je les ai entendus s'appeler camarades. Ça ne vous frappe pas, vous autres journalistes, ça aurait dû. Ils se sont appelés largement camarades.
Les libéraux, en règle générale, ce mot-là n'est pas le leur. C'est un mot chargé camarades. Vous savez, on choisit ses camarades pour une aventure collective autour du social. Camarades de parti. Camarades de parti, c'est un mot magique. On est prêt à donner sa vie pour son camarade parce qu'on partage un idéal. Quelqu'un qui dit camarade, c'est quelqu'un qui a une claire intelligence du fait qu'il faut partager ce qui existe. Qu'il n'y a pas de bonheur individuel, mais que le bonheur, pour être réel, doit être un bonheur collectif. C'est quelqu'un qui ne veut pas laisser les autres au bord de la route. C'est quelqu'un qui est disposé à avancer avec les autres. Vous prenez un peu l'essence de ce que nous avons pu faire à l'intérieur de la coalition Benno Bokk Yakaar avec le président Sall. Les politiques d'équité. Le fait qu'on dise qu'on veut un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Et au-delà des slogans, le fait qu'on mette à l'intérieur de notre pays des fondamentaux qu'on ne voyait que dans nos grandes villes. Est-ce que c'est essentiel, oui ou non? Je crois que cette politique-là qui fait qu'on dise par rapport à l'avoir national, il faudrait que chaque Sénégalais ait ne serait-ce qu'un minimum. Et que s'il n'a pas les moyens de le faire par un travail, etc., on lui alloue au moins une bourse pour qu'il puisse amener son petit bout de chou à l'école, pour que l'avenir soit ouvert. Est-ce que c'est important ou non? Des choses de cette nature-là ont été faites. Et ça parle au cœur, c'est du social. Je crois que c'est parce que nous sommes ensemble que nous avons pu faire un certain nombre de choix en pensant aux plus démunis parmi nous. Et je voudrais, sans trahir un secret, vous dire que le président Macky Sall n'a cessé, au long des années où nous sommes ensemble, de nous dire à chaque fois que nous étions en conseil, délibérant de ce qu'il fallait faire, devant arbitrer, nous avons des moyens réduits, les demandes sont pressantes, il y a mille et une autres urgences. Il ne cessait de dire, mais pensez donc aux autres Sénégalais qui n'ont pas forcément de syndicats, qui n'ont pas forcément accès à e-radio, qui ne peuvent pas médiatiser leur truc, mais qui ont des besoins et qui n'ont aucune fenêtre ou porte ou s'ouvrir aux autres. Il ne faut pas que nous les laissions au bord de la route. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le projet de l'homme de gauche n'est pas un projet qui se ramène à dire c'est moi qui suis sur le fauteuil présidentiel ou sur, disons, un fauteuil gouvernemental. Mais le projet de l'homme de gauche, c'est de faire avancer les causes populaires. Et tant que fondamentalement ce qui est fait ira à la rencontre des aspirations du grand nombre, je crois que nous autres hommes de gauche, nous avons de quoi être satisfaits. Alors, est-il envisageable qu'il y ait des efforts de collaboration entre les différents partis de gauche pour renforcer justement cet impact collectif? Mais nous y sommes, je vous parlais, c'est cela. Je veux dire que dans ce pays également, il faut que peut-être nous fassions un gros effort, nous autres hommes de gauche, pour populariser nos initiatives, mais que de l'autre côté, on fasse l'effort au moins de nous écouter et qu'on ne se mêle pas seulement de la clameur, mais qu'on ait un peu de temps pour nous autres. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire, nous autres, la gauche dont vous parlez? Il y a maintenant bientôt une dizaine d'années que la Ligue démocratique, Andeyef, RTAS, vous connaissez le professeur Sam, Rassemblement des travailleurs sénégalais, UDF Mbolomi, nous-mêmes, PIT, que nous sommes ensemble dans ce qu'on appelle la Confédération pour la démocratie et le socialisme. Parce que nous voulons un ancrage à gauche fort dans ce pays-là. Nous voulons mettre ensemble nos forces et nous l'avons fait. Et il y a mille initiatives que nous développons ensemble. Et il est heureux d'ailleurs que les partis dont je viens de vous parler soient en même temps membres de Benno Bokk Yakaar et qu'ils y jouent un rôle qui est le rôle qu'ils sont en train de jouer. Nous y sommes, nous travaillons ensemble et nous voulons évidemment avoir plus de consistance pour faire avancer, encore une fois, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, les causes populaires. Alors, jeudi 14 décembre 2023, le juge du tribunal de grande instance hors classe de Dakar a confirmé la décision prise il y a quelques semaines par son collègue de Ziguinchor ordonnant la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. Et malgré cette décision, Monsieur le ministre, le mandataire d'Ousmane Sonko peine à recevoir sa fiche de parrainage et à déposer la caution pour son candidat. Comment comprenez-vous aujourd'hui que des démembrements de l'administration peinent à exécuter une décision de justice? Je ne le dirais comme ça, je ne suis pas un juriste, mais je pense que les décisions de justice, pour être décisions de justice, elles doivent faire tout un parcours. Et ce parcours-là, il est un parcours de temps long, finalement. Et là encore, je reviens un peu sur la caractérisation de tout à l'heure. Nous avons une mémoire séquentielle. J'entends certaines personnes que je salue et que je respecte dire que le gouvernement ne respecte pas la justice et les décisions de justice. Ça me fait un peu sourire. Savez-vous pourquoi?
Parce qu'il y a une nouvelle religion, et c'est bien, parce que mieux vaut tard que jamais. Cette religion maintenant, de dire oui, on essaie de nous fier à la justice et d'être d'accord avec elle. Est-ce que vous et moi, nous n'avons pas entendu? De toute façon, la justice ne vaut pas la corde pour la pendre. Elle est absolument unique. Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'une décision de justice ne devrait pas être appliquée, Monsieur le ministre. Oui, mais procédons par méthode. Est-ce que oui ou non, ça a été fortement dit? Est-ce que oui ou non, le refus de répondre à la justice nous a mené à des extrémités, oui ou non? Est-ce que oui ou non, des juges ont été vilipendés et leurs noms ont été jetés en pâture pour dire voilà qui ils sont, voilà leur famille? Est-ce que ça a été fait, oui ou non? Ça a été fait. Nous n'avons aucun intérêt à décrédibiliser la justice. Maintenant, le temps de la justice est un temps long. Les procédures sont ce qu'elles sont. Et maintenant, il y a une question philosophique également sur laquelle nous pourrions méditer l'une et l'autre. C'est la question de savoir, est-ce qu'il faut, appliquer le droit, y compris aux gens qui ont choisi de ne pas appliquer le droit? Je veux dire, quand vous avez un jeu à mener avec un partenaire qui résolument a choisi de se mettre hors champ, en disant ni Dieu ni règle, est-ce que vous devez dire, vous, oui, Dieu est règle, et vous jouez à la régulière? Je ne dis pas qu'il faut répondre oui ou non, mais je me pose cette question et je vous la pose. Que faire avec quelqu'un avec qui vous êtes en commerce, mais qui dit, j'agis avec vous sans respect d'aucune règle? C'est à l'État de garantir l'application des lois et règlements. Je le dis, il faut donc que nous reconnaissions... Même face à quelqu'un qui n'y croit pas, l'État a quand même l'obligation de le garantir. Jusqu'à le garantir quand ce quelqu'un-là, nous sommes dans un cas de figure, passe son temps à saper les fondements de la République. Je veux dire, la République est assise sur un certain nombre de poutres fortes. Quand quelqu'un s'emploie régulièrement à saper tout ce qui est poutre de la République, en gênant l'antenne sur tout et son contraire, même avec cela, vous dites, oui, il faut qu'on fasse respecter quand même le droit, c'est vrai. Bien sûr. Mais si c'est cela, ça veut dire qu'il faut que l'État joue ce rôle-là. L'État, vous savez, madame, l'État, c'est également quelque chose qui a des responsabilités très, très fortes, entre lesquelles il y a quand même la garantie de la sécurité et de la, sûreté des biens et des personnes. Je ne veux pas m'épancher là-dessus. Quel est le rapport entre laisser un opposant être électeur et garantir la sécurité des biens et des personnes? C'est que l'élection, en principe, tel que moi je l'entends, devrait nous permettre d'avoir comme dirigeants les meilleurs d'entre nous. Donc pour vous, Ousmane Sonko qui participe à l'élection ne mérite pas de participer à la présidentielle? Je ne parle pas d'Ousmane Sonko ni de qui que ce soit d'autre, mais je dis en principe une élection devrait nous permettre de choisir ceux qui sont les meilleurs parmi nous pour nous diriger. Or, comment choisit-on les meilleurs d'entre nous? Il y a un certain nombre de critères auxquels il faut répondre. Il y a un certain nombre de moyens qu'il faut produire. Tous les citoyens qui produiront ces moyens... Mais ce n'est pas à l'État de choisir, c'est aux populations de choisir. Je ne dis pas que l'État... Non, je ne dis pas qu'avant que les populations ne choisissent. Il faut le meilleur pour les populations, c'est à elles de dire que c'est telle personne qui est meilleure pour nous. Je vous donne un exemple simple, vous comprendrez. Oui. Il y a, vous me donnerez le nombre précis, 250 Sénégalais qui disent qu'ils sont les meilleurs. N'est-ce pas, à l'état actuel? Est-ce qu'on doit dire, laissons le soin aux Sénégalais de départager ces 250 personnes-là? La participation a été réglementée, il y a des filtres. C'est réglementé, il y a des filtres. Oui. Voilà, faisons jouer à ces filtres-là. Parmi ces filtres-là, il y a mille et une choses, entre autres. Et le dernier arbitre dans cette affaire-là, c'est le Conseil constitutionnel. C'est lui qui va dire. Mais pourquoi justement, si le dernier arbitre, c'est le Conseil constitutionnel, pourquoi c'est à la DGE ou à d'autres institutions de dire à telle personne, vous n'avez pas le droit d'avoir votre fiche? Non, je ne suis pas à la DGE. Je présume que la DGE vous dira que j'agis en suivant telle et telle logique. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Vraiment, ce n'est pas ma principale préoccupation. Mais ma principale préoccupation, et j'insiste là-dessus, c'est que nous devrions être gouvernés par les meilleurs d'entre nous. Et alors, et à ceux qui disent que l'État a une volonté manifeste d'empêcher cet opposant de participer à l'élection présidentielle, vous répondez quoi? Je réponds que le gouvernement auquel j'appartiens ne travaille pas dans cette optique-là. Je réponds que le gouvernement dans lequel nous sommes a aussi une responsabilité, c'est celle de faire de sorte que ce pays-là continue à cheminer tranquillement. Je réponds, sans vouloir m'étendre là-dessus, que je vous assure, nous revenons de très loin. Je ne répéterai pas les choses que vous connaissez, mais nous revenons de très loin. Et nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Et comment ne pas y voir cette volonté, justement, quand on voit l'utilisation stratégique qui est en train d'être faite des procédures pour empêcher, justement, cette personne? Parler d'utilisation stratégique, vous savez,
j'appartiens à un parti, moi j'ai fait 40 ans là-dedans, et je vous assure que le choix qui est le nôtre n'a pas été le plus simple, mais nous avons utilisé des procédures pour en être là où nous en sommes aujourd'hui. Eh bien, je crois que quand on est un homme politique, on doit également se préparer à toutes les aventures. Et de toute façon, encore une fois, il ne faudrait jamais, 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 madame, que nous reprochions aux autres nos turpitudes. Très honnêtement, revoyons les choses dans leur fondement, voyons tout ce qui s'est passé et prenons les choses tranquillement et analysons. Je vous assure que si nous reprenons les choses simplement, sans vouloir fermer les yeux sur la réalité, il y a quand même des bonnes questions que nous ne pouvons manquer de nous poser. Et moi, ce qui me subjugue, Madame Fall, ce qui me subjugue, c'est la capacité d'oublier nos compatriotes. D'où venons-nous? Quelles sont les raisons de la colère, les raisins de la colère? Qu'est-ce qui a été fait par les uns et les autres sur ces dossiers que vous évoquez? Très honnêtement. Je crois que nous sommes, en fait, nous en sommes venus à une phase historique assez curieuse où nous ne voyons, quel que soit notre positionnement, que ce que nous voulons voir. Nous fermons les yeux sur beaucoup de choses. Tous les Sénégalais sont d'égale dignité, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient de conditions modestes ou qu'ils soient plus nantis. Et ils ont des droits. Et je ne comprends pas que nous asseyons sur ces droits, que nous faisons comme s'ils n'existaient pas, que nous fassions par... Est-ce que ne pas respecter une décision de justice rendue en faveur d'un Sénégalais, c'est respecter les droits de ce Sénégalais? Vous me dites, est-ce que ne pas appliquer des décisions de justice? Oui. Vous prenez une chose par un bout. Moi, je viens de très loin, de plus loin que ça. Et je nous demande de reprendre toute une histoire, toute une trajectoire, de faire le lien. De ne pas avoir une mémoire parcimonieuse. C'est vrai que Birago l'explique. Quand la mémoire va ramasser du bois mort, elle ramène le fagot qu'elle veut. Ramenons pas le fagot que nous voulons, mais tout le fagot, et reprenons cette histoire-là et voyons quel est le choix que nous avons fait de respecter ou de ne pas respecter les décisions de justice, de répondre ou de ne pas répondre à la justice, de considérer que tel ou tel citoyen avait... Mais ce n'est pas parce qu'un citoyen, Monsieur le ministre, a décidé de ne pas répondre à la justice, une décision a été rendue en sa faveur et que cette décision-là ne devrait pas être appliquée. Est-ce que si je tourne votre question... Ce citoyen n'a pas répondu, il a été jugé par contumace. Est-ce que cela... Non, si je tourne votre question, ça donne ceci. Est-ce que d'aucuns parmi nous auraient le droit de dire que je ne crois en la justice que quand elle agit en ma faveur et que donc tout le reste... La justice, pour moi, elle est là pour ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. La justice, c'est la justice, ceux qui n'y croient pas, ceux qui l'affaiblissent, ceux qui l'affaissent, ceux qui la sapent. Elle est là pour tous les citoyens. Ceux qui la vulnérabilisent. Elle est là pour tous les citoyens. Elle est là pour tout le monde. Oui. Voilà pourquoi elle a besoin également de force. Voilà pourquoi il ne faut pas la malmener. Lui donner de la force, c'est de ne pas appliquer les décisions de justice qu'elle rend. J'ai dit encore une fois, les décisions de justice deviennent décisions de justice quand elles arrivent à un certain niveau, n'est-ce pas? Mais une décision de justice, vous savez bien ce que c'est, ça traverse toute une trame, madame. Maintenant, quand nous voulons les prendre par un petit bout au moment où ça nous arrange pour des chiches, bon, évidemment, ça me semble court. Alors, nous ne pouvons pas nous quitter sans parler des élections de représentativité syndicale, les élections générales qui ont eu lieu il y a quelques jours. Nous avons même eu les résultats provisoires, c'est ça? Alors, les élections ont eu il y a quelques jours et un faible taux de participation a été noté, 29% seulement. Quelles sont les raisons possibles justement de ce faible taux de participation enregistré à cette élection? Je voudrais commencer par féliciter les travailleurs sénégalais qui ont participé à ces élections, féliciter les centrales syndicales qui ont compétit, féliciter l'administration du travail d'avoir pu respecter encore une fois un timing et d'avoir organisé à bonne date ces élections de représentativité. Je voudrais également qu'en la matière, nous ayons un peu plus de profondeur historique d'où est-ce que nous venons. Le taux de participation, il est relativement faible, mais il est meilleur que le précédent, malgré tout. Le nombre de votants est quand même supérieur au nombre de votants de la dernière élection, disons, de représentativité syndicale. Donc, il y a eu amélioration, même si c'est insuffisant. Ces élections sont spéciales, où vous, électeurs, vous êtes inscrits sans forcément même peut-être le savoir. Ce sont les responsables des ressources humaines de votre maison qui vont déposer la liste des travailleurs de votre, disons, structure et vous devenez comme ça membre d'un fichier électoral. Et ensuite, il faut vous polariser. Et ensuite, ces élections s'organisent un jour ordinaire. Et ensuite, bon, il y a les problèmes de la vie qui font que peut-être tout l'accompagnement qui aurait dû être fait n'a pas été fait par les acteurs eux-mêmes. Il y a aussi, il faudrait le dire, le mouvement de désaffection par rapport à la chose syndicale qui est constatable à l'échelle monde. Que malgré tout ça,
nous ayons pu organiser ces élections, que malgré tout ça, les centrales aient pu sortir comme étant représentatives, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à constater en la matière et qui n'est pas une mauvaise chose. Des Sénégalais pourront légitimement parler au nom des travailleurs. Et est-ce qu'il y a des initiatives qui sont en train d'être faites pour inciter justement les travailleurs à plus s'impliquer dans ces élections? Vous savez, la matière électorale est d'ailleurs au-delà de celle simplement syndicale. Elle pose problème, c'est le problème de la démocratie aujourd'hui. Nous sommes dans des sociétés expansives, mais enfin, même si vous regardez les élections politiques, entre guillemets, vous verrez que le taux de participation pose problème. Je ne parle pas du Sénégal, mais il pose problème. Les dernières élections, par exemple, n'est-ce pas? Donc, que faire pour que les gens se sentent davantage concernés? Que faire pour qu'ils croient davantage à la représentation? Que faire pour qu'ils se mobilisent davantage? Que faire pour donner davantage de crédit, évidemment, aux structures en lice? C'est un travail qui concerne, au-delà des membres du gouvernement que je suis, en fait, tous les citoyens de notre pays. Alors, M. Sambassi, vous serez peut-être le dernier ministre du Travail sous Macky Sall. Nous sommes à 2 mois de la présidentielle. Vous avez aujourd'hui la lourde tâche quand même de répondre des actes qui ont été posés dans ce domaine depuis 2012. Quels sont, à votre avis, les principaux succès du régime actuel en matière de politique de travail? Nous avons fait énormément de choses. Si je devais en fait porter l'écharpe du ministre du Travail, parce que je n'ai pas été le seul sous le magistère du président de la République, mais je pense que beaucoup de choses absolument remarquables ont été faites. Des exemples précis? Les salaires. J'écoutais tout à l'heure quelque chose sur les salaires. Il n'y a pas photo. Les améliorations des salaires au niveau des agents publics sont simples, sans commune mesure. C'est vraiment une sorte de passage du simple au double. Les retraites, la même chose. Quand je parle des salaires, je ne parle pas seulement d'ailleurs du public, mais même au niveau du privé. Les conventions collectives qui ont été votées, n'est-ce pas? Je vous ai parlé des retraites également. Ce qui a été fait, parce qu'un salaire, ça sert à consommer, ce qui a été fait pour contenir quand même les prix en dépit de tout ce qui est en train de se passer. Je suis été content, madame, que la première ordonnance qui a été prise quand nous étions en plein champ dans la pandémie, n'est-ce pas, de la Covid-19, ça a été fait, n'est-ce pas, pour protéger les travailleurs. Proscrire le licenciement pour motif économique, faire de sorte que le travailleur, même s'il devait être licencié pour motif économique, qu'il conserve au moins 70% de son salaire. Et je crois que nous avons énormément fait dans ce secteur-là et vraiment je suis très fier d'avoir pu apporter une modeste contribution à ce que nous avons fait. Et dans quel domaine pensez-vous que des améliorations doivent être faites? Je vous ai dit tout à l'heure que le propre de la vie, c'est d'avoir toujours des aspirations agrandies. Tout ce que nous avons fait, nous avons envie de l'amplifier. Les salaires, nous les avons hissés au niveau où ils sont, mais quand les conditions économiques permettront qu'ils soient relevés, il faudra le faire. Oui, le travail, mais ce n'est pas que les salaires, c'est aussi l'environnement de travail, c'est beaucoup d'autres choses également. Bien entendu. Et au-delà d'ailleurs de ces travailleurs-là qui sont dans le champ formel, c'est surtout l'immense majorité de compatriotes qui sont dans le champ de ce qu'on appelle l'informel. Que faire pour donner des assurances retraite? Que faire pour protéger, n'est-ce pas, au plan de la santé, ces travailleurs-là de l'informel? Que faire pour améliorer l'environnement de travail, etc. Que faire pour rendre ce pays davantage attractif? Pour que les gens viennent investir et que nous créions de la richesse et que nous soyons davantage épanouis. Voilà pourquoi il ne faut pas vendanger l'héritage. Voilà pourquoi il faut préserver les acquis. Voilà pourquoi il faut bâtir, continuer à bâtir sur le socle solide de ce qui a été édifié. Voilà pourquoi il ne faut pas s'amuser avec évidemment les responsabilités à conférer dans ce pays-là. Voilà pourquoi il faut choisir Amadou Ba pour amplifier ce que nous avons fait sous Macky Sall. Alors, M. Sambassi, en tout cas, merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Merci. Merci, madame. Merci à toute l'équipe technique. Merci à nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos internautes. Les JDD, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Joyeux Noël.